Nous, ce qu'on constate, c'est que les collaborateurs ambassadeurs qui sont volontaires ont envie de prendre la parole, mais souvent, ils ont deux peurs principales. La première, c'est la peur de la page blanche. C'est-à-dire, ok, je veux bien être ambassadeur, mais je sais pas quoi dire, j'ai pas d'éléments, quoi. Et deuxième chose, et ça revient encore par rapport à la confiance, etc., c'est j'ai peur de dire une bêtise, quoi. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Je sais pas. Est-ce que je vais me faire taper sur les doigts par l'équipe communication, etc. Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidats, recruteurs et managers. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir WeRecruit. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir sur On n'a jamais fait comme ça, dans un épisode un peu spécial qu'on enregistre aujourd'hui au couvent des Jacobins à Rennes dans un cadre d'un événement qui s'appelle Inbound Marketing France. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Barbet. Bonjour. Vraiment content que tu sois venu jusqu'à Rennes pour cet événement et que tu puisses nous parler effectivement d'une solution que tu as cofondée qui s'appelle Limber. On va en savoir un petit peu plus tout à l'heure et qui accompagne les salariés ambassadeurs et qui permet de mettre en place une stratégie d'employé advocacy dans une organisation. Tout à fait. C'est bien ça. Alors on va y venir tout à l'heure. Avant toute chose, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton histoire et qu'est-ce que tu faisais avant Limber en fait. Super question, très intéressant. Moi, je suis d'origine parisienne, donc je suis un Parisien. J'ai fait mes études, on va dire, avant le bac à Paris, et ensuite j'ai fait une fac parisienne, et figure-toi, je suis allé faire ensuite mes études à Rennes. Ah d'accord, ça je savais pas. On revient ici. Okay. J'ai fait donc l'école de commerce de Rennes, donc Rennes School of Business, et j'ai fait une formation, une option, un master entrepreneuriat. D'accord. Ah oui, donc assez tôt l'envie d'aller sur ce terrain de jeu. Exactement, très intéressé, un peu geek, un peu curieux par pas mal de choses. Et dès la sortie d'école, je me suis lancé dans la création d'une première société. Et j'avais l'idée de mettre en relation des porteurs de projets et des investisseurs. D'accord. Et donc ça s'appelait Link Us. On était en quelle année à peu près On était en 2008. D'accord. Okay. 2008. Et donc je me suis lancé dans cette entreprise-là, tout seul. Et ça, c'est la première leçon que j'ai apprise. Ah oui, ça c'est très chaud. Voilà. Sortie d'école, solo entrepreneur. Exactement. C'est pas simple. Très compliqué, et j'ai tenu comme ça pendant un an et demi. D'accord. En me rendant compte que mon business model était un peu bancal, que finalement j'ai pas beaucoup de visites, que j'étais un peu tout seul, quoi. Pas beaucoup de rentrées d'argent. Et pas beaucoup d'entrées d'argent. Pas beaucoup de sorties en général quand on est étudiant non plus. Sorties d'argent, on peut vivre chichement, mais quand même, quoi. Voilà. Donc quand même c'était un peu compliqué. Et c'est la première leçon vraiment que j'ai apprise, c'est quand on veut monter un projet, ne jamais être tout seul, quoi. Tu sais, quand t'es dans le bas du mood, y a personne pour te remonter, quoi. Alors que quand t'es associé avec des gens, y a toujours quelqu'un pour t'aider à remonter ou pour tenir la barque. Donc ça, c'est ma première expérience, vraiment sortie d'école. Ensuite, j'ai toujours travaillé dans le monde de la tech, que ce soit chez des éditeurs de logiciels, à la fois open source ou d'autres logiciels qui étaient affiliés à des gros comme Microsoft, par exemple. Mais par contre, j'avais toujours la création d'entreprises dans le sang. Lors de ma dernière
expérience chez un éditeur de logiciels qui était un middleware, donc du business process management. J'ai eu l'occasion de rencontrer mes deux associés actuels, donc de Limber. Un qui était un tech, qui s'appelle Yon Acurio, et mon autre associé, Jérémy Libre, qui était mon boss à l'époque, donc directeur marketing de cette entreprise-là. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on était dans ce genre de société, on investissait beaucoup dans la création de contenu, que ce soit pour attirer des prospects ou attirer des talents. Et on s'est rendu compte que ce contenu était extrêmement mal exploité. Et on s'est dit, tiens, il faudrait vraiment un outil qui permette d'aller multidiffuser, d'aller pouvoir amplifier la visibilité des contenus dans lesquels on investit. Et l'idée de Limber est née de là. Et donc, là, on était en quelle année du coup Et là, on a créé Limber, on a commencé à bosser sur Limber en fin 2013, et on a créé vraiment la structure tout début 2015. D'accord. Ok. Et pourquoi avoir voulu créer une structure, un logiciel dédié? On aurait pu travailler l'employeur de Vocacy, le contenu avec des emails. Alors à l'époque 2015, il n'y avait peut-être pas encore Teams, il n'y avait pas encore Slack, etc. Il y avait les emails, c'est déjà pas mal. Pourquoi ne pas rester là, un fichier Excel partagé, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que maintenant les équipes étaient hyper décentralisées. Nous, on avait des équipes aux États-Unis, c'était vraiment dans différents pays. Et on se rend compte qu'il fallait vraiment un outil à la fois pour distribuer le contenu, mais aussi pour mesurer la performance de toutes ces actions de communication. Et on venait, comme je te disais, du monde du process et du workflow. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas appliquer ce système-là aux stratégies marketing et communication. Et du coup, vous avez créé Limber comme une société à part, vous avez quitté votre employeur pour créer Limber. D'accord, vous ne l'avez pas proposé en interne, en intrapreneuriat au sein de votre ex-employeur. Exactement, ouais. On est partis tous les trois. D'accord. Et donc on a bossé sur le produit. Alors on n'a pas créé la structure tout de suite. Tu sais, quand on commence à créer quelque chose. C'est mieux, on va attendre avant de se mettre des charges. Exactement, les premières lignes de code, etc. Et puis quand on a vu qu'on avait une petite traction, on s'est dit, allez les gars, on y va, on fonce. Et voilà, Limber est né comme ça. Ok, on va revenir un peu sur Limber, bien sûr, mais plus globalement pour moi sur ce qui m'intéresse aujourd'hui, je pense qu'il intéresse effectivement nos auditeurs sur la stratégie, quelle stratégie mettre en place pour avoir dans son organisation des salariés ambassadeurs qui sont motivés à réaliser cette mission qui est au-delà d'ailleurs de leur poste classique, on va dire, traditionnel. Quel conseil, du coup, avec ton recul, tu as déjà donné un premier conseil, mais quel autre conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait lancer son entreprise, et plus particulièrement dans le monde des ressources humaines? Avec ton recul et ton analyse 8 ans après, donc tu as clairement dit ne pas créer tout seul. Ah oui, ça... à moins que on maîtrise vraiment tous les aspects. Il y a des gens qui créent tout seul et qui cartonnent très fort. Mais c'est effectivement, on le sait très bien d'ailleurs dans le milieu entrepreneuriat, que le taux de succès est quand même beaucoup plus faible quand il y a un seul fondateur, quand il y a plusieurs fondateurs, fondatrices. Voilà. Donc ça, c'est à mon avis, un premier conseil. Et puis le deuxième conseil, c'est de bien maîtriser, entre guillemets, les premières embauches. Parce que ce sont vraiment les piliers de l'entreprise, quoi. Nous, on a au sein de l'entreprise, les premières personnes qu'on a pris au départ en stage et ensuite en alternance, etc. Ce sont devenus des vrais piliers de l'entreprise qui connaissent notre produit, l'entreprise par cœur, et qui ont été véritablement moteurs pour le recrutement des autres personnes. Donc ça c'est un conseil, c'est bien réussir ses premières embauches. Voilà, donc savoir recruter, savoir s'entourer, en tout cas. Ok. Et du coup, depuis 8 ans, quelle est peut-être la chose la plus folle ou la plus drôle qui vous est arrivée ou qui t'est arrivée en tant que boss de Limber? Ah, la plus folle. Je pense que c'est le plus drôle, en tout cas, c'est la genèse de Limber, tout simplement. Lorsqu'on a voulu créer la structure, ma femme était enceinte de mon premier enfant, donc de Charlotte. Et sauf on avait déjà décoré la chambre de Charlotte, et en fait, on a commencé à appeler les premiers clients et à vraiment développer Limber dans la chambre de ma fille. D'accord. Donc, on était avec des nounours, un lit à barreaux, etc. Donc c'était pas dans un garage, toi, c'était dans une chambre. Exactement. Nous, c'était une chambre de bébé. Voilà. Okay. C'est une histoire un peu sympa. Après, on en a vécu plein comme toi. On est tous on est tous les deux entrepreneurs, donc des aventures, finalement, on en vit tous les jours, hein. Ok. On est surpris tous les jours. Alors si on zoome sur l'ambassadorat, être salarié ambassadeur, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un salarié ambassadeur selon toi? Alors, selon moi, un salarié ambassadeur, c'est des personnes qui acceptent de relayer, qui souhaitent relayer les messages clés ou les valeurs de l'entreprise.
de se transformer en témoins de ces messages et de ces valeurs auprès de leur propre communauté, de leur propre audience, de leur propre contact. Voilà. Et donc, l'idée, pour aller plus loin un petit peu dans les démarches et les programmes d'advocacy marketing, c'est de mobiliser ces ambassadeurs-là, ces relais, pour qu'ils puissent prêcher, entre guillemets, la bonne parole au-delà des canaux de communication traditionnels de l'entreprise, pour pouvoir toucher un territoire d'audience nouveau, mais qui est en général relativement qualifié. Alors, pas simple, effectivement, quand on est professionnel des ressources humaines, quand on est RH dans son organisation, d'avoir des salles ambassadeurs. On aimerait bien en avoir, normalement, en tout état de cause. Comment est-ce qu'on peut encourager des collaborateurs à devenir des salles ambassadeurs ? À ton avis, quelles sont des clés par rapport à ce que tu vois, par rapport à tes clients, par rapport à ton expérience sur l'employé advocacy ? Comment est-ce qu'une entreprise peut encourager ses salariés à franchir le pas et devenir ambassadeur ? Alors, il y a plusieurs points. Il y a déjà, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est accorder de la confiance aux collaborateurs. Voilà, lui dire, écoute, voilà, je te fais confiance, tu peux prendre la parole au nom de l'entreprise. Il faut déjà qu'il y ait une culture de confiance au préalable dans l'entreprise, parce que ouais. Parce que c'est pas toujours le cas. Il y a surtout sur les sujets de com où ça peut des fois angoisser le service communication, le service RH, voire le dirigeant ou la dirigeante. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Mais... Non, t'as tout à fait raison. En tout cas, le préalable, c'est la confiance. La confiance. Évidemment, il faut que le collaborateur, ambassadeur, croit évidemment aux valeurs de l'entreprise, en tout cas au message qu'il véhiculera par la suite. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, ça va être entre guillemets peut-être une tâche supplémentaire aux missions que fait déjà le collaborateur. Donc, c'est vraiment lui faciliter la démarche en lui permettant de relayer les messages, ou en tout cas d'être acteur de cette communication le plus simplement possible. Voilà, après, j'ai pas forcément de préceptes ou en tout cas de principes. Toi, c'est vraiment ton expertise. Ouais, mais ça m'intéresse de t'entendre. Je suis pas expert du tout des logiciels d'employé advocacy. Donc, je vois forcément un certain nombre de situations par mes clients, mais tu as de nombreux clients autour de ces sujets et leur réflexion, en fait, sur employé advocacy. Moi, est-ce que tu penses qu'il faudrait les rémunérer ? Tu dis que c'est en dehors de leur mission. Est-ce que ils sont volontaires, mais il faut les rémunérer ? Est-ce que tu as déjà vu ce genre de choses ? Est-ce que tu as une position par rapport à ça ? Alors, c'est très intéressant. Dans le genre de programme que l'on met en œuvre chez nos clients, on appelle ça de la gamification. D'accord. Finalement, c'est de se dire, l'avantage d'avoir une solution, par exemple, comme la nôtre, c'est qu'on peut mesurer. C'est aussi important de pouvoir mesurer ce genre d'action, ce genre de programme. Et le fait de pouvoir les mesurer, c'est qu'on va être capable d'identifier qui sont les meilleurs ambassadeurs, quels sont ceux qui font le plus de publications ou qui génèrent le plus d'engagement ou le plus de trafic sur le site web ou grâce à qui on a généré des nouveaux candidats tout à fait, dans des offres de job. Et donc, effectivement, on a certaines entreprises, certains clients qui récompensent ces meilleurs ambassadeurs. Donc, on a le top 5, le top 3 des meilleurs ambassadeurs. Un peu, tu sais, comme chez McDo où tu as le meilleur employé du mois. C'est un peu la même idée, de manière digitalisée. Mais voilà, et on a eu effectivement plein de types de récompenses pour les meilleurs ambassadeurs. Ça peut aller on a un de nos clients dans la santé où il récompensait les 5 meilleurs ambassadeurs avec un dîner dans un restaurant étoilé. D'accord. Avec le CEO de la boîte. Ah oui. Alors, il y en a qui disent c'est vachement bien, d'autres non, j'aurais bien été sans le CEO. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose de marrant. Il y a aussi ça peut être des dons à des assos. D'accord. Plus, tu vois, un petit peu éthique entre guillemets ou voilà. Dans une stratégie RSE globale d'entreprise, par exemple. C'est exactement ça. Planter un arbre, tu peux avoir des choses comme ça. Et puis d'autres, c'est beaucoup plus des cartes cadeaux Amazon ou. Là, c'est plus sonnant et trébuchant. Voilà. Perso, je suis moins fan. Je suis moins fan. Après, c'est encore une fois, c'est effectivement en fonction des valeurs de l'entreprise ou aussi les collaborateurs, tu vois, ce qu'ils veulent. On a eu aussi comme client qui étaient sponsors, par exemple, d'un festival où c'était des places pour le festival. Alors ça, tu vois, je suis beaucoup plus fan. Par exemple, chez nous, chez We Feel Good MV Group, effectivement, on va permettre on a une trentaine de salles ambassadeurs qui sont dans un programme et on peut revenir sur la construction d'un programme. On leur permet
effectivement, comme on est sponsor de quelques clubs sportifs, d'avoir des places pour eux et leur famille à des matchs de basket en local, à des matchs de football, à des compétitions sportives qu'on sponsorise par ailleurs, effectivement, et d'avoir effectivement de faire un tout. Ça, les collaborateurs aiment plutôt bien parce que c'est pas des espèces sonnantes et trébuchantes qui peuvent amener des biais, je trouve. Mais par contre, effectivement, qu'il y a une certaine reconnaissance. Et tiens, t'accèdes une fois de temps en temps à la place VIP, à ta 2 places VIP pour aller voir un match de basket, de football, etc. Ça plaît. Ouais, mais la plupart du temps, chez 80% de nos clients, il n'y en a pas. D'accord. Il n'y a pas de reward, il n'y a pas de récompense. Okay. Ils sont en général, et on va en reparler, mais ils sont très volontaires. Et c'est le meilleur moyen pour bien réussir son programme d'employé advocacy, c'est de compter dans un premier temps, le lancer en tout cas c'est ce qu'on pense, d'événementialiser la chose en disant on lance un programme ambassadeur, qui souhaite prendre part à ce programme. Et là, les gens volontaires, en général, sont toujours hyper moteurs, hyper bienveillants. Même s'il y a, ça peut arriver, il peut y avoir des couacs ou des petits gens, ils sont toujours bienveillants. Et surtout, et on en parlait un petit peu en off ensemble, ils sont en général sponsors en interne. Et donc, ils prêchent la bonne parole en disant « tu devrais être ambassadeur, tu devrais être ambassadeur, etc. » Le volontariat, c'est aussi hyper important, là. Compter sur la bonne volonté, en tout cas, des collaborateurs. Et si on se met à la place des collaborateurs, donc de ces ambassadeurs, à ton avis, quels sont leurs avantages à eux, au-delà des places gratuites ou quelque chose d'autre? Oui, bien sûr. Quels sont les avantages de devenir ambassadeur de leur entreprise? Alors, j'ai 2 éléments et je pense que ça va te faire rebondir sur quelque chose. Mais le premier, c'est que, évidemment, ils se sentent valorisés parce qu'ils deviennent acteurs, tu vois, de leur entreprise. Et ils peuvent co-construire aussi ces messages de communication. Quel que soit le domaine, ça peut être des messages corporate, très marketing, des messages marque employeur ou l'interview d'un tel métier. Je me suis fait interviewer, je relais l'information ou nous recrutons une nouvelle offre de job, etc. Donc déjà, ils sont acteurs de ça. Ensuite, deuxième point, c'est qu'ils affirment, ils se positionnent comme experts de leur secteur d'activité, de leur domaine. Et ça, c'est hyper valorisant aussi pour le collaborateur de relayer du contenu de qualité qui va, en tout cas, informer leur propre audience des expertises dont ils disposent. Et puis, il y a un troisième point, et c'est là où je pense que ça va te faire rebondir, c'est ça développe aussi leur employabilité. Et là, c'est vrai que beaucoup de personnes qui mettent en place ce genre de programme, ça peut être à la fois des DRH ou des personnes au niveau de la communication, disent « Oui, mais attends, développer son employabilité, c'est bien, mais moi, je veux garder mes talents et donc je veux pas qu'ils se fassent recruter par d'autres, quoi. » Après, la vie est faite de choix. Enfin, moi, c'est ce que je dis des fois à des RH qui me parlent de ces sujets en disant « Mais oui, mais s'il est trop visible, effectivement, on va me le piquer, quoi. » Enfin, grosso modo. Et alors déjà, s'il a envie de partir, il partira. Mais s'il est ambassadeur, c'est qu'il est quand même attaché à l'entreprise et qu'il n'est pas dans cette démarche du tout, et qui sera peut-être beaucoup moins sensible effectivement à des démarches de chasse diverses et variées. Et puis est-ce que c'est le sujet? Par contre, si on prend LinkedIn, effectivement, il y a 10 ans, quand on allait sur LinkedIn, souvent les cadres qui commençaient à s'inscrire, c'est qu'il y avait quelque chose derrière la tête, de se dire tiens, je vais regarder peut-être ailleurs. Je vais mettre à jour mon profil. Gentiment, ça va se faire ou ça va pas se faire. Aujourd'hui, c'est plus le sujet, quoi. Il y a 26 ou 27 millions de Français qui ont un compte professionnel sur LinkedIn. Je veux bien entendre, et je connais bien le marché, que c'est un marché effectivement un peu de dingue, mais il n'y a pas 26 ou 27 millions de personnes de toute façon qui cherchent à bouger. C'est pas vrai. Donc voilà, je pense qu'il faut relativiser le sujet. Et puis, si on a confiance, et moi je reviens à ce mot-là que tu as utilisé il y a quelques minutes, un collaborateur qui est engagé, qui est ambassadeur, il va rester. Et c'est pas son sujet numéro 1, en fait, d'augmenter sa visibilité en tant que futur employé d'une organisation telle ou telle chose. On parle beaucoup de LinkedIn, on pourra parler d'autres réseaux sociaux, mais tu penses qu'il faut un minimum d'abonnés sur LinkedIn pour être ambassadeur, ou est-ce que si un collaborateur a envie et que son profil est un petit peu léger, qu'il a 200 abonnés, enfin voilà, qu'il le met pas régulièrement à jour, est-ce que on peut néanmoins l'inclure dans un programme de cet ambassadeur, et si oui, comment? Alors moi je pense que de toute manière, toute personne qui a la volonté ou qui est dotée de bonne volonté pour communiquer peut être un super bon ambassadeur, qu'il ait 200 contacts ou 5000, quoi. Après, le fait de communiquer, d'être actif, d'avoir de l'engagement sur, on parlait de LinkedIn, notamment LinkedIn, ça va engendrer nécessairement d'avoir plus de contacts, quoi. Donc c'est un peu pour moi un cercle vertueux, quoi. Mais moi je pense que toute personne est tout à fait apte en qualité de pouvoir
communiquer, quelle que soit, à mon avis, la taille du réseau, quoi. Et est-ce que tes clients forment leurs collaborateurs du coup à être présents sur un réseau tel que LinkedIn? Il n'y a pas que celui-là, mais on sait que c'est celui qui est principalement utilisé aujourd'hui. Ouais, alors absolument. En fait, il y a 2 points. Ça va te paraître très terre à terre, mais il y a un premier point sur lequel les équipes forment les collaborateurs à avoir c'est très bête, hein, avoir une page LinkedIn, enfin, tu as un compte LinkedIn. Pas acceptable, c'est pas le terme, mais tu vois, un peu plus visible. Ouais. Donc avoir une photo un peu pro, d'avoir, tu vois, peut-être Une petite bannière. Une bannière de couverture relative à l'entreprise, de bien remplir la bio, Oui. les compétences avec les hashtags qui vont bien, etc. Le basique, quoi. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est la prise de parole sur les réseaux sociaux. Et donc souvent, nos clients font des ateliers, soit en interne, soit avec l'aide d'agences, par exemple, pour les aider à prendre la parole, comment on s'exprime. On ne s'exprime pas sur LinkedIn comme on fait sur Twitter ou comme sur Insta ou Facebook, etc. Donc oui, enfin en tout cas, ils les forment en amont la plupart du temps, parce que si il n'y a pas de formation et qu'on lance tout de suite Big Bang en disant tiens, on va mettre tous les collaborateurs dans un programme advocacy, à mon sens, c'est voué à l'échec. Ok, ça je pense que c'est clé, effectivement, de former, d'accompagner, d'aider. Et régulièrement. Oui, parce qu'en plus on sait que ça bouge vite. Exactement. Pas un one shot, quoi. Vraiment faire même des refresh, c'est toujours intéressant pour les collaborateurs ambassadeurs. Alors je suis seul ambassadeur, je suis chaud là, je suis hyper content d'être retenu par mon entreprise, mais je dis quoi? Quel contenu tu conseilles et comment alimenter les salariés ambassadeurs en contenu? Est-ce qu'on alimente d'ailleurs les salariés en contenu ou est-ce qu'ils s'auto-alimentent tout seuls? Qu'est-ce que tu vois, toi, sur le marché là-dessus? Alors, nous, ce qu'on constate, c'est que les collaborateurs ambassadeurs qui sont volontaires ont envie de prendre la parole, mais souvent, ils ont 2 peurs principales. La première, c'est la peur de la page blanche. C'est-à-dire, ok, je veux bien être ambassadeur, mais je sais pas quoi dire, j'ai pas d'éléments, quoi. Et deuxième chose, et ça revient encore par rapport à la confiance, etc., c'est j'ai peur de dire une bêtise, quoi. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Je sais pas. Est-ce que je vais me faire taper sur les doigts par l'équipe communication, etc. Il y a, c'est aussi un des fonctionnalités de notre plateforme, c'est de pouvoir alimenter régulièrement les collaborateurs ambassadeurs en contenu. Ces contenus, ça peut être à la fois les contenus de l'entreprise. Encore une fois, je parlais tout à l'heure des contenus corporate, un nouveau communiqué de presse, une nouvelle actu, des contenus évidemment marque employeur, des interviews de collaborateurs, des nouveaux recrutements, etc. Mais ça peut être aussi des contenus externes qui vont permettre à l'ambassadeur non pas que partager du contenu de l'entreprise, être auto-centré, mais aussi d'apporter de la valeur à sa propre communauté, sa propre audience. De la crédibilité, du coup. Ouais, de la crédibilité. Donc, du contenu de veille, du contenu métier, du contenu marché. Donc, oui, la plupart du temps, nos clients alimentent, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, fournissent des contenus à leur équipe d'ambassadeurs, à leur communauté d'ambassadeurs, pour qu'ils puissent les relayer facilement, mais en apportant leur propre... Voilà, ma question c'était, est-ce qu'il n'y a pas un effet perroquet si tout le monde, s'il y a 50 ambassadeurs dans l'entreprise et que, en même temps, les 50 communiquent la même chose? Ça peut un peu se voir à un moment ou à un autre. Complètement. Donc l'idée, c'est de pouvoir maîtriser ça, maîtriser à la fois les prises de parole de tous les collaborateurs. On a des systèmes, nous, dans la plateforme, de calendriers éditoriaux qui permettent de coordonner les actions et les communications de chacun, de pouvoir amplifier les posts. Par exemple, voilà, un collaborateur, je vais pas trahir le secret, mais on a une fonctionnalité qui va arriver qui permet d'aller amplifier la visibilité d'un collaborateur. Donc si un collaborateur fait une publication sur LinkedIn, on va pouvoir mobiliser toute son équipe, tous les autres collaborateurs pour qu'ils aillent liker, pour qu'ils aillent commenter ou repartager la publication. Donc finalement c'est de l'entraide un peu. Oui, c'est de l'entraide. Et c'est assez bien. Et pour revenir sur ta question par rapport au contenu, il y a aussi, alors j'ai beaucoup d'anglicisme, je suis désolé, mais depuis le début, je comprends pas, je te dirais. On parle beaucoup de top-down, ouais. donc vraiment l'entreprise, la direction alimente les ambassadeurs, mais l'effet inverse fonctionne très très bien. Aussi, de permettre aux ambassadeurs d'aller alimenter ou d'aller apporter aussi de l'expertise à l'équipe éditoriale en leur proposant du contenu, c'est intéressant. du contenu. Ouais, parce que je peux être salarié ambassadeur sur un site éloigné de ma direction communication. Par exemple, je sais pas, faire une photo du barbecue qu'on va faire ce midi parce qu'il fait bon, etc. Dans un salon, petite réunion d'équipe, un stand, voilà. Exactement. Et d'accord, ça vous le permettez aussi. Exactement.
Ok. Exactement. Et surtout, l'équipe éditoriale est hyper demandeur. Ouais, bah oui, Hyper j'imagine bien. Hyper demandeuse, pardon, ou demandeur. Et ça, c'est un point hyper important. Et l'équipe communication, marketing ou RH n'a pas forcément l'expertise métier qu'ont les collaborateurs en interne. Par exemple, on a comme pas mal de clients des cabinets de conseil qui sont vraiment très spécialisés en, tu vois, automotive, aerospace and defense, cyber security. Évidemment, l'équipe communication ou RH n'a pas forcément d'expertise dans ce domaine-là. Et donc là, les gens les experts en interne sont susceptibles d'apporter de la valeur, même de pouvoir rédiger des articles directement et leur proposer la rédaction d'un article via notre plateforme. Donc c'est vraiment du double sens, quoi. Chacun s'alimente et apporte de la valeur. Ok. Est-ce que tu as déjà vu des situations qui ont engendré peut-être des risques liés à des salariés ambassadeurs ou des salariés ambassadeurs qui, par méconnaissance ou qui ont été peut-être mal accompagnés, qui ont généré peut-être des effets négatifs à leur entreprise, et du coup, comment lutter contre ça? Très sincèrement, pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance? Non. Ok. On n'a jamais eu nous a jamais remonté cette... De situation un peu difficile à gérer? Non. Ok, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc ma question elle tombe à l'eau, mais c'est pas grave. Je reviens effectivement, donc là on a parlé beaucoup de ambassadeurs, j'aimerais revenir sur la stratégie d'Employee Advocacy, au sens là de prendre un peu de hauteur. Quels sont pour toi les éléments clés pour mettre en place une stratégie d'Employee Advocacy dans une organisation, au-delà d'avoir des collaborateurs volontaires et formés? Est-ce que si j'ai une marque employeur qui est pas très travaillée, qui est pas ultra sincère, il faut que j'aille sur ce terrain de jeu? Ok, ouais, la partie évidemment message, valeur, contenu, travailler sa marque employeur, évidemment, ça c'est comme, je vais te faire une analogie un peu bête, mais c'est comme si on parle d'un moteur, donc on peut mettre en place un programme d'Employee Advocacy super, un gros moteur. Alors maintenant on est à la mode électrique, mais je vais rester dans le moteur, tu vois. C'est un gros moteur V6 ou V8. Évidemment, si on met pas d'essence dedans, on n'avancera pas, quoi. Et cette essence, pour moi, c'est évidemment déjà travailler sa marque employeur en termes de valeur, de message, transformer tout ça en contenu, en concret, pour pouvoir ensuite évidemment le mettre à disposition des collaborateurs. Mais oui, travailler la marque employeur, et encore une fois, nous on est éditeur de logiciels et on n'est pas forcément expert dans la marque employeur. Parce que c'est ça où je veux en venir, c'est vos clients, ils vous contactent, ils ont besoin d'aide effectivement technique et vous leur apportez une solution, mais vous n'êtes pas garant que ce qu'ils ont fait en amont est communicable quelque part. Exactement. Est-ce que c'est votre sujet ou pas? Ça c'est que ça vous regarde, et puis je peux comprendre. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, mais néanmoins effectivement il y a ce risque-là de dénaturer en fait un peu l'Employee Advocacy. Et alors exactement, et c'est pour ça que justement la plupart de nos clients sont accompagnés en amont pour travailler parce que on parle d'un programme d'Employee Advocacy, mais finalement c'est toute une stratégie qu'on pense longuement en amont. Quel message on va faire passer, même on a des clients qui appellent ça une plateforme à l'époque on disait une plateforme de marque, tu vois, et maintenant c'est une plateforme de marque employeur, vraiment avec plein d'éléments, dans typologie de contenu, qui on va faire parler, etc. Pour ensuite que ça puisse se déployer via des programmes d'advocacy. Est-ce que tu pourrais nous citer un exemple ou des exemples de réussite que vous avez eu, je sais pas si tu peux citer des clients et tu te gênes pas, voilà, avec des résultats chiffrés, par exemple, que tu aurais en tête pour montrer concrètement l'impact en fait. Alors oui, par exemple, on peut parler d'un client avec lequel on a fait une conférence ensemble, donc on peut évidemment en parler. C'est un de nos clients qui s'appelle Orsis Formation. Ça fait maintenant quelques années qu'on travaille ensemble et à chaque fois... Je mettrai les liens dans le descriptif du podcast vers votre site web qui présente effectivement les résultats d'Orsis. Parce que je crois qu'ils sont sur votre site web. Avec plaisir. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on avance... chaque année un petit peu plus avec Orsis Formation qui rajoute un certain nombre d'ambassadeurs pour donner des éléments extrêmement chiffrés. Typiquement chez Orsis Formation, on a aujourd'hui déployé 55 ambassadeurs. D'accord. Sur combien de collaborateurs? Alors, ils sont au global 1400 formateurs. Ok. Mais je crois qu'ils sont un peu plus de 500 collaborateurs. Ok, permanent. Permanent. Ouais, ok.
Exactement. Donc tu vois, ça fait c'est autour de 10% de. Ce qui est un beau taux. Collaborateurs. C'est bien. Ouais. C'est bien. Ce qui est hyper important, c'est que d'une part, il y a le taux d'ambassadeurs et le taux d'ambassadeurs actifs. Et là, chez Orsys, où c'est vraiment super fort, super bien. Et donc, en termes de statistiques, 55 collaborateurs ambassadeurs. Ils ont fait, aux dernières nouvelles, je crois, en l'espace de 24 mois, autour de 25 000 posts, 25 000 publications. Alors là, typiquement, chez eux, ils ont déployé sur LinkedIn et Twitter. Ils ont généré quasiment 70 000 clics. Donc ça, c'est une stat qui est aussi intéressante, quoi. Des personnes qui ont cliqué sur le lien pour aller lire le contenu ou l'interview d'un collaborateur ou une vidéo. Et ils ont gagné aussi en taille d'audience organique, ils ont gagné plus de 30 000 personnes qui ont suivi soit la marque, soit les collaborateurs en eux-mêmes, puisque l'idée c'est aussi de créer un écosystème, pas uniquement pour la marque, mais avec en incluant, on va dire, les collaborateurs et leurs contacts. Donc c'est-à-dire que la marque, elle assume que peut-être qu'effectivement, certes, elle va gagner des abonnés dans la durée, mais qu'aussi ses collaborateurs vont en gagner. Exactement. D'accord. Et c'est là vraiment c'est exactement toute la force, c'est du win-win, quoi. Vraiment, la marque en gagne, mais vous aussi en tant que collaborateur vous en gagnez. Et grâce à vous, on va toucher une audience nouvelle aussi. Voilà. Et donc grosso modo, ce qu'on a voulu faire avec l'équipe d'Orsys, c'est d'essayer de calculer l'équivalent coût média. Donc je te parlais de clics. C'est quoi un coût média Et en fait, je te parlais de clics tout à l'heure. On se dit, par exemple, sur Orsys Formation, ils ont des formations, je sais pas, pour le bien-être au travail ou transformation digitale, ce genre de formation. Ça, ce sont quand on veut attirer, par exemple, des visiteurs sur la page de cette formation-là, ce sont des mots-clés, ça peut être des mots-clés Google. Et donc, si je tape formation, transformation digitale sur Google, il va y avoir les premières bannières, ça va être donc là. Qui sont payantes. Qui sont payantes. Et donc, si je clique dessus, ça peut être 5, entre 3 et, et 10 euros, par exemple, le clic. Et donc, l'idée, c'est qu'on a essayé de faire cette transformation en disant grâce à ce programme d'advocacy, employé advocacy, on a généré quasiment 70 000 clics. Combien ça aurait coûté si on avait fait ces clics sur Google? Et on a fait un calcul, grosso modo, c'est un équivalent donc média de 120 000 euros. D'accord. Et donc je vous rassure, c'est pas du tout le coût de la plateforme. Donc évidemment, il y a un ROI qui est extrêmement positif. Par contre, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je suis RH. Très souvent aujourd'hui, on me demande, ok, tu investis du budget, mais combien ça rapporte, hein? Et on sait que c'est pas toujours simple dans la fonction RH, des fois, de mesurer l'impact de ces décisions. Là, effectivement, avec Limber, on peut mesurer l'impact équivalent communication Exactement. que l'on aurait dépensé, etc. Et donc, il y a un indicateur, effectivement, qui porte au-delà, effectivement, du nombre d'abonnés, du nombre d'interactions, etc., qui sont aussi d'autres indicateurs, effectivement, extrêmement et sans compter que ces démarches-là, imaginons, grâce aux 55, là, je parlais d'Orsys, 55 ambassadeurs, ils m'ont pas donné les chiffres exacts, mais ils ont généré peut-être, 15, 20, peut-être nouveaux candidats. Oui. Voilà, si on sait que les cabinets de recrutement, ou de chasse, pareil, ça a un certain coût. Donc on peut finalement aussi, non, pas si cher que ça. on peut aussi essayer d'atténuer en tout cas ce coût-là. Ok. J'aimerais parler un peu prospective sur l'employé advocacy. On entend tous beaucoup parler d'intelligence artificielle, on entend tous parler, entre autres, de ChatGPT, même s'il n'y a évidemment pas que lui, mais en tout cas des moteurs d'IA qui sont arrivés et qui vont continuer à arriver, quoi qu'on en dise. Quel impact ça peut avoir sur l'employé advocacy? Est-ce que vous y réfléchissez? Comment vous voyez les choses chez Limber par rapport à ce dispositif qui va nous percuter tous, qui nous percute déjà tous d'ailleurs? Oui, absolument. Alors oui, pour pas trahir de secret, évidemment qu'on y travaille. On est à fond dessus même. Ce qu'on s'est rendu compte, nous, dans les programmes d'advocacy, et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est que il faut faire animer, il faut faire vivre ce programme. Donc il faut une personne ou une équipe en tout cas qui va alimenter le programme en contenu, etc. Limber va pas tout faire. Exactement. C'est un outil d'aide, mais c'est pas un outil qui remplace. Exactement. Et on se rend compte que les ambassadeurs de l'autre côté sont hyper demandeurs et finalement ont besoin d'être accompagnés. Et on se rend compte que finalement, l'équipe qui doit animer le programme n'a pas forcément le temps de le faire au quotidien. Et ce qu'on essaye de faire, de travailler avec cette IA, c'est d'imaginer
le meilleur moyen pour aider l'ambassadeur à prendre la parole sur les réseaux en intégrant quel est son discours, quels sont les rythmes de publication qu'il aime faire, quelles sont les thématiques sur lesquelles il aime bien s'exprimer. Et nous, en tout cas, le produit sur lequel on travaille va intégrer tout ça et va être capable de proposer, donc d'être une sorte de coach, va proposer à cet ambassadeur d'être, j'allais dire influenceur, c'est peut-être un grand terme, mais en tout cas d'être plus facilement actif et visible. Et c'est quoi, ça va pré-rédiger des posts pour lui, ça va... Entre autres, ouais. Ouais, ok. Entre autres. Parce que ça, c'est aussi un sujet que LinkedIn va proposer prochainement. LinkedIn appartenant à Microsoft bien sûr. Et toute cette galaxie d'entreprises qui, au bout du bout, se rassemblent, on va dire, en tout cas capitalistiquement. LinkedIn va aussi bientôt proposer effectivement un moteur qui va permettre à tout à chacun de générer ses propres posts. Alors, autant je suis fan de l'IA, autant je me dis que ça va être... Déjà que LinkedIn, c'est des fois je suis un peu cash, un beau bordel dans son flux. Là, je me dis que ça va être quelque chose demain. Et surtout effectivement. Voilà. C'est ma crainte, mais après peut-être que je me trompe, mais voilà. Comment tu vois les choses par rapport à ça pour justement que c'est ça l'ambassadeur, ils aient un impact, parce que le flux il est compliqué, l'algorithme il change, il évolue, il bouge. L'IA va amener son grain de sel là-dedans. En tout cas, moi, je pense que si on parle encore une fois de collaborateur ambassadeur, il a ce qu'on voudrait amener, c'est vraiment un système de coach, vraiment d'assistanat. On va pas tout faire surtout pas, quoi. Ok. Il faut qu'il y ait quand même un brin d'humanité, de personnalité, finalement, dans ces démarches personnalisation quelque part. Voilà, exactement. Du poste, ouais. Ok. Voilà, donc on va l'aider. C'est vraiment un coach, un assistant, comme si on avait notre assistante à côté de nous pour nous aider. Et là, ce serait un peu la même chose. Mais l'humain restera toujours, à notre sens, en tout cas au cœur et au... Je pense que c'est ce qui fera la différence demain, c'est qu'effectivement, dans tout ce brouhaha qui peut être généré par la facilité de générer du contenu par l'IA, le côté personnalisation, le côté esprit qui doit ressortir d'une personne qui communique, parce qu'on a tous une touche, elle doit rester, parce que sinon ça va être triste, quoi, en fait. Je sais pas si tu as déjà testé j'imagine ChatGPT, mais quel que soit le prompt, donc la question que tu lui poses, en général c'est rédigé un peu de la même manière, c'est toujours un peu faut vraiment bien travailler le prompt pour avoir quelque chose de personnalisé, et ça prend 3, 4, 5, 6 itérations exactement sur le sujet. Mais je pense que alors tout le monde devrait se former à ChatGPT, ça j'en suis convaincu, mais c'est ce que je suis en train de faire avec mon équipe, mais c'est clé, tout à fait. On a beaucoup parlé, je reviens sur un sujet qui m'a taraudé plusieurs fois, on a beaucoup parlé de LinkedIn. Est-ce que tu as des clients qui sont sur d'autres réseaux sociaux en employé advocacy que LinkedIn? Alors, tu as parlé de Twitter avec Orsis. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux qui sont utilisés par des clients? Parce que leurs cibles sont sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, j'en sais rien. Ouais. Est-ce que vous avez déjà aussi ces cas concrets? Alors, on a des clients dans l'éducation, donc les groupes d'école, et effectivement leur cible c'est soit des jeunes bacheliers, et donc effectivement là les réseaux de communication ils sont très peu sur LinkedIn, mais c'est beaucoup plus de l'Insta, du TikTok. Ça vous permettez déjà d'aller sur ces plateformes? Insta, oui. Okay. TikTok, on y travaille, c'est un sujet, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on nous demande. Ouais, parce que TikTok, quand on voit le rythme de publication qu'il faut avoir pour ressortir un peu du lot. D'autant plus que on ne sait pas si cette plateforme sera bannie ou pas. En plus, tu vois, et puis c'est ambassadeur, on revient toujours à ce qu'on s'est dit au début, c'est pas un métier. C'est une tâche, une mission on est volontaire, qu'on a envie de faire. Mais à côté, on a un job à faire, quoi. Exactement. Et voilà, donc on peut pas non plus faire 5 TikTok par jour. On est d'accord. Pour ça, à un moment, ça va lasser tout le monde de toute façon. Autant le ser ambassadeur que son audience, je pense. Ouais, tout à fait. Donc, ok. Dernière partie de notre échange, un peu de prospective. C'est quoi le futur de Limber, du coup, et ça c'est la première question, et ta vision sur l'employé advocacy demain? Limber, la suite de Limber, on en a parlé, on va essayer de toute façon, l'idée c'est d'innover.
En tant qu'éditeur de solutions, on se doit d'innover constamment. Là, on parlait d'IA, mais voilà, il y a d'autres choses qui vont arriver. Malheureusement, je peux pas tout raconter, mais en tout cas, on travaille sur des choses intéressantes. Encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir accompagner au mieux le collaborateur dans sa démarche de communication. Voilà, je parlais d'influenceurs là tout à l'heure, de micro-influenceurs, nano-influenceurs, mais en tout cas. C'est les termes que vous utilisez quand même, micro-influence, nano-influence. Oui, alors c'est très marketing, mais c'est, tu vois, en fonction, ça c'est en fonction, je crois, du nombre, tu vois, de contacts que tu as, ou que de personnes que tu peux plutôt toucher. Très prudent sur ces sujets, il faut toujours relativiser l'influence qu'on peut avoir. Oui, voilà. Je pense qu'on est à minima tous peut-être un peu nano-influenceurs. Mais il y a plein de stats qui montrent que vaut mieux avoir plusieurs dizaines dans ton équipe de nano-influenceurs que d'avoir que de contacter un gros influenceur qui touche plein de monde, mais où les personnes ne sont pas engagées sur les messages que tu communiques, que tu partages. Donc voilà, donc on travaille toujours sur on va dire, l'idée c'est d'accompagner au mieux vraiment le collaborateur dans sa manière de communiquer. Comment tu vois l'avenir de l'employé advocacy au sens général? Est-ce que tu détectes des tendances? Alors on a parlé de l'IA, qu'on a une évidemment qui va percuter tous les métiers, et donc il n'y a pas de raison que l'employé advocacy soit pas un peu touché par le sujet, en tout cas qu'il y ait une certaine adaptation des solutions ou de la vision de l'employé advocacy. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qui te parlent? Est-ce que le métaverse est un sujet? Est-ce que c'est des gros mots, tous ces sujets-là, c'était le buzzword l'année dernière, mais et puis on a vu aussi la nouveauté de Apple là, avec son casque. Vraiment, la réalité augmentée, réalité virtuelle. Ce genre de choses. Moi, ça me fait un peu peur, pour être très honnête. Intéressant. D'imaginer tout le monde avec son casque en disant attends, 2 secondes, je suis sur mon truc, je suis sur mon écran X ou Y. Ça me fait penser à des films un peu, tu vois, futuristes où tout le monde est avec son casque. Donc je suis. C'est intéressant parce que toi, t'es tech. Donc, oui, c'est vrai. Étant tech, tu restes prudent, quoi. Ah ouais. Ouais. Vachement. Je pense que le contact humain et la vie sociale, pour moi, c'est quand même essentiel, quoi. Voilà. Après, sur l'avenir, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'IA, et que ça va être, ça va tout renverser. Même on parlait, tu vois, d'employé advocacy sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens vont encore aller sur les réseaux sociaux dans les 5 prochaines années ou 10 prochaines années? J'en suis pas convaincu. Sans IA, quand on voit Twitter, avec tout ce qui se passe sur Twitter, le flux qui change tout le temps, l'algorithme qui change tout le temps, un coup il faut avoir faut payer, un coup il faut pas payer, enfin bref. Ça dénature la plateforme. On voit bien d'ailleurs que Twitter, moi-même qui suis présent, je vois plutôt les abonnés chuter, quoi, en fait. Parce que et ça me donne moins envie de m'engager, en fait. Exactement. Typiquement. C'est exactement ça. Et donc, voilà, est-ce que la question, c'est comment les gens vont vouloir communiquer, sur quoi on va communiquer. Je pense que c'est un gros sujet. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet que j'aurais pas abordé autour de Limber, de l'employé advocacy, de la chambre de ta fille, je sais pas, que j'ai pas posé. On va pouvoir parler d'employé advocacy. Comment est-ce que vous, au sein de We Feel Good et de MV Group, vous avez mis ça en place? Alors ça, c'est bon, c'est la première fois que mon invité me pose une question, mais je vais y répondre. C'est top. Au sein de We Feel Good, on est une douzaine, et au sein de MV Group, on est 450. Effectivement, on a retravaillé la structuration du salarié ambassadeur il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on a fait le choix de travailler avec une trentaine de salariés ambassadeurs, effectivement, qui sont volontaires, qui sont représentatifs des différents métiers, des différents sites, des différentes structures qui composent MV Group. On a voulu aussi avoir cette représentativité-là, en imposant à personne d'y être, mais effectivement d'avoir déjà travaillé qui est volontaire pour être employé, enfin salaire ambassadeur, pardon. Et sujet, et on en a aussi parlé en off, si quelqu'un s'est proposé, mais en fait au bout d'un certain temps n'y contribue pas, on va évidemment pas le blâmer, c'est pas ça le sujet. Peut-être qu'on lui dira d'arrêter de ser ambassadeur pour laisser la place à quelqu'un d'autre qui a envie. Voilà. Donc l'idée pour l'instant, c'est pas forcément d'être très nombreux, c'est d'être avec un effectif assez réduit. Par contre, de les accompagner, de les former, de leur alimenter effectivement avec du contenu. Alors on n'utilise pas Limber aujourd'hui. Voilà, mais je note. D'alimenter avec du contenu, avec plusieurs variantes, avec de la photo, de la vidéo. Effectivement, de leur permettre d'avoir aussi en avant-première
des informations. Donc ils sont j'en fais partie, on est sur un canal particulier qui nous permet d'avoir des informations dont on sait qu'on peut en parler et qui évidemment sont pas du secret défense et c'est pas le sujet en fait. Donc voilà comment on lance les choses. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Après on a la chance aussi d'avoir un dirigeant, un président, mon associé Olivier Méril qui lui-même est très présent sur LinkedIn, donc qui a cette culture lui-même en tant que dirigeant. On n'a pas parlé de ce sujet, hein, mais effectivement, il faut que les dirigeants, Exactement. les dirigeantes, alors c'est pas être c'est pas être influenceur, mais soient aussi un peu présents quand même sur la plateforme parce qu'on a envie de rejoindre un CEO, parce qu'on a envie de rejoindre un homme, une femme, parce que voilà, il y a aussi ce sujet-là qui est clé. Insufflé par une. Voilà, Ouais, tout à fait. Si le dirigeant ou la dirigeante se cache en disant non, les réseaux sociaux c'est pas pour moi, bah c'est compliqué parce que faut montrer l'exemple quelque part. Voilà, sans être parfait et en acceptant que peut-être un salarié va demain avoir plus d'abonnés que le boss. Et tant en fait, mieux. c'est pas le sujet. Et tant mieux. Et c'est pas le sujet en fait. Ouais. Donc voilà. Je me suis fait avoir. Merci. Est-ce que tu aurais une autre solution RH que tu préconiserais pour nos amis RH qui nous écoutent? Quelque chose que tu connais, que tu as vu, alors qui peut être SaaS, qui n'est pas forcément SaaS, hein, mais tu te dis, tiens, ça c'est quelque chose, je me dis que ça peut être intéressant pour la fonction RH de s'y pencher. Et bah tout à fait. Alors figure-toi que alors voilà, pour ne pas trahir le secret, tu m'avais posé la question en amont. Donc oui, pour que tu y réfléchisses. Ouais. Déjà voilà, j'y réfléchis un peu. Et en fait, c'est effectivement, moi j'avais, voilà, pour Limber, on était en train de regarder un petit peu faire peut-être un rebranding, voilà, revoir un petit peu ce qui se faisait, les nouveaux designs, etc. Et je suis tombé sur un site pour lequel j'aimais à la fois le design, mais j'ai aussi adoré le produit. Ça s'appelle Zelt. Ça s'écrit Z-E-L-T. D'accord. Donc c'est zelt.app. Okay. Voilà, pour ceux qui écoutent, je vous invite à regarder. Je mettrai le lien tout de suite. Et en fait, je trouve cette application super bien. C'est pour l'onboarding des collaborateurs au sein des entreprises. Et ça fonctionne un peu comme un e-shop, si tu veux, avec un drag and drop. En disant, bah voilà, moi j'arrive et je choisis un PC ou un Mac. Je veux avoir tel type de matériel. En termes de mutuelle, je veux choisir ça. Et vraiment, je fais mon drag and drop et ça construit directement. Ouais, c'est vachement bien. Intéressant. Bah, je vais creuser. À regarder. Parce que je connaissais effectivement quelques solutions d'onboarding, mais je ne connaissais pas celle-là. Donc je vais la creuser. Merci. Tu auras un podcast également à nous recommander. Alors qui n'est pas forcément un podcast RH, hein, qui peut être un podcast que tu aimes écouter, avec lequel tu prends plaisir en tout cas. Ouais, alors bon, moi je suis toujours un peu geek, un peu tech. Il y en a plusieurs que j'aime bien, mais il y en a un que j'aime particulièrement. Ça s'appelle Silicon Carnet. Oui. Tu connais, de Carlos Diaz. Tout à fait. Que je trouve assez sympa, qui bon voilà, un petit peu il présente un peu ce qui se passe dans la Silicon Valley, mais voilà, un peu du coup francisé, ou en tout cas mettre en perspective par rapport à ce qui se passe en Europe, en France, etc. Et c'est toujours voilà, moi je trouve ça toujours intéressant. Ils ont évidemment évoqué la tempête ChatGPT, tout l'impact Web3, parce que Carlos Diaz est assez bon sur le sujet. Exactement, voilà, Web3, mais même aussi les aspects un peu économiques. Typiquement, voilà, tu sais, il y a une banque locale qui s'appelait la Silicon Valley Bank, je crois. Oui, tout à fait, qui a coulé parce que toutes les startups avaient leur argent chez eux et tout le monde a flippé et donc tout le monde a retiré. Et voilà, donc il parle de ce sujet-là avec un peu de perspective et savoir, voilà, est-ce qu'en France ça aurait pu se passer. Voilà, mais donc c'est un podcast que j'aime bien et quand tu bosses finalement, c'est hyper détendant, t'apprends plein de choses. Ok, un grand merci. Dernière question, si besoin, si nos auditeurs veulent te contacter. LinkedIn. LinkedIn, t'es joignable. Voilà, absolument. LinkedIn Bertrand Barbet, B-A-R-B-E-T. Et voilà, je suis sur LinkedIn et je serais ravi de répondre à vos questions, d'échanger. Ça sera avec grand plaisir. Ok, merci beaucoup Bertrand. Merci encore du temps que tu m'as consacré dans le cadre d'un événement qui s'appelle Inbound Marketing France. Donc c'est sympa d'avoir pris ce temps parce que tu es aussi venu pour en profiter. Merci à toutes et à tous pour vos écoutes. Les chiffres d'audience sont chouettes. Je suis hyper content et j'espère que vous prenez plaisir aussi à nous écouter et à bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!